on en parlait tout à l'heure en tout début de talk. Vous avez persuadé Samsung de créer un laboratoire vraiment dédié à l'intelligence artificielle qui se trouve à Paris. C'était en 2018. Pourquoi est-ce que c'était important à vos yeux de créer ce laboratoire et quelle est l'histoire un peu derrière la création? Alors, c'est purement parce que je suis franco-français, franchouillard de base, d'accord. Donc, je considère que les Français sont les meilleurs du monde. Hein. Bon, c'est bien. Vous, là où vous êtes, c'est bien qu'on se prend. Donc, on considère qu'on est les meilleurs du monde. Donc, moi, je considère qu'on est les meilleurs du monde, surtout en mathématiques. Et comme je disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, ce ne sont que des mathématiques. Je pense réellement qu'on a une école mathématique absolument fabuleuse. Hein, ça date pas d'hier. Hein. Ça date de Blaise Pascal, 17e siècle, etc. Donc, on est fabuleux en maths. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas fabuleux en IA. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans la Silicon Valley, la plupart des responsables de l'IA dans la Silicon Valley, ce sont des Français. Bon, ceci dit, donc pourquoi? Parce que je suis franco-français de base, c'est vrai que je suis parti depuis 30 ans dans la Silicon Valley, mais je veux quand même créer quelque chose pour mon pays, d'accord? Donc c'est pour ça que je voulais créer ça là-bas. Non seulement pour utiliser les talents, donc ça c'était purement égoïste de ma part, et pour pouvoir faire quelque chose pour la France en général, donc créer quelque chose qui fasse un peu reluire notre blason. Et d'ailleurs, quand je parle de laboratoire d'IA, je ne parle jamais de laboratoire d'intelligence artificielle, c'est mon laboratoire d'IA qui n'est pas non plus l'intelligence augmentée. Alors vous allez voir que j'aime bien jouer sur les mots tout le temps, hein, c'est pour ça. Donc ce labo, il s'appelle Innovation Avancée, okay, IA. Pas mal, ça je ne le savais pas, tiens, je l'apprends juste à l'instant. Yes. Depuis 2020, en fait, on a quand même un gros challenge en fait, au niveau de l'humanité, particulièrement sanitaire, hein, on le sait tous. De nombreux pays, en fait, de nombreuses zones du globe en fait, sont touchées par le Covid-19. C'est un défi effectivement qui est sanitaire et qui est économique en même temps. Enfin, c'est plutôt une crise sanitaire qui devient économique. Vous parliez de Trump tout à l'heure, il fait effectivement partie en fait, des mécanismes qui ont permis ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui en fait, que l'IA a un rôle à jouer en fait, dans le fait de pouvoir être mieux préparé à ce genre de crise? Je pense qu'on a joué, je pense aussi qu'elle n'a pas joué son rôle. D'accord. Donc ça montre aussi qu'on n'a pas les bonnes datas, on n'a pas les bonnes données, ou on n'a pas été chercher au bon endroit, donc c'est parce qu'on n'a rien vu venir, globalement. Et alors qu'on aurait pu, parce que certainement quelque part il y a les données, mais ça prouve bien que ces IA ne sont pas infaillibles, et ça prouve bien surtout que ces IA elles sont drivées par nous, d'accord, et que personne n'a mis dans au bon endroit pour pouvoir éventuellement faire quelque chose. Donc ça c'était une faille. Donc maintenant, est-ce que ça peut nous aider plus tard? Ça a aidé certains pays. Je dis que c'est une faille, ça n'a pas bien marché. Quand vous regardez la Corée du Sud, par exemple, aujourd'hui, la Corée du Sud, ça est relativement bien sorti parce que eux, en 2005, ils ont eu le SARS. D'accord, ils ont été très impactés par le SARS, et du coup, alors à des coûts potentiellement de privacy, hein, dont on parlait tout à l'heure, ils ont récolté pas mal de data qui ont fait qu'ils ont su endiguer avec des apps, avec des choses comme ça, ils ont su endiguer la production du virus très très tôt. Donc c'est possible. Donc les IA sont possibles à ça. Mais encore une fois, c'est là où il faut faire attention, et c'est là où il faut que les gens comprennent les datas, parce qu'il faut que je comprenne quels sont les types de data que je peux donner pour pouvoir endiguer ce genre de choses-là, sans pour autant me vendre à l'État, me vendre à ceux qui pourraient utiliser ça. Donc il faut cette balance, quelque part, il faut la comprendre, et pour avoir la meilleure balance possible, c'est pouvoir faire des choix qui soient des choix informés, et donc pour être informé, il faut que je sois éduqué. D'accord. Donc, je pense que la prochaine fois, on sera en meilleure position, parce que maintenant, on va avoir pris des données un peu de partout, et puis on va pouvoir comprendre statistiquement quelles sont les choses qu'il faut regarder. Mais je pense aussi qu'on sera plus éduqué d'une manière, de la façon dont on partage nos données. On voit avec Stop Covid en France, par exemple, je ne sais pas si c'est quelque chose comme ça en Belgique, mais on voit que c'est compliqué, hein, que les gens, comme tous les pays du monde, on ne download pas ces machins-là, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on le ferait. D'accord. Moi, je pense qu'il va falloir encore éduquer les gens là pour comprendre quel type de données on peut donner, comment elles sont partagées, si elles sont anonymes, pas anonymes, etc. Donc, être le plus transparent possible, parce qu'il ne faut surtout pas cacher. Un des problèmes de Stop Covid, je crois, c'était qu'on a caché un peu des choses, donc ça n'a pas été complètement transparent, on n'a pas bien expliqué. Je pense que fondamentalement, il n'y a aucun problème, mais
mais si c'est pas bien expliqué, on ne va pas vouloir l'utiliser. Donc il y a toute une partie pédagogique. Alors cette crise, évidemment, on va impacter beaucoup de gens. Donc quand il y a des crises comme ça nous permet aussi d'apprendre des choses. D'accord. Donc j'espère qu'il y a plein de gens qui vont apprendre des choses. Malheureusement, il y a toutes ces théories du complot, tous ces machins, tous ces gens inéduqués qui racontent n'importe quoi et qui sont... il y a des gens qui mettent l'huile sur le feu, comme Trump, qui raconte n'importe quoi et qui heurtent énormément ces causes-là. Donc j'espère que ça va permettre des choses, mais j'en suis pas sûr. Non, c'est sûr. Avant que Hélène en fait ne puisse vous poser la question subsidiaire en fait de ces échanges, alors je voulais quand même me faire moi un plaisir un petit peu en fait et vous poser des questions autour de l'intelligence artificielle, mais alors de façon très générique. Quel est votre film préféré en fait qui parle d'IA? Est-ce que vous avez dans la pop culture un film préféré qui parle d'intelligence artificielle? Qui parle d'intelligence, peut-être pas, mais qui parle des gens, oui, c'est un film complètement idiot, hein, par définition, parce que son titre c'est Idiocratie. Ah oui. C'est un film de 2005 qui est très court, donc la bonne nouvelle c'est qu'il est très court, il va faire 1h10, quelque chose comme ça, donc c'est pas trop douloureux, mais c'est un film idiot, mais qui montre que la société, on peut lui faire croire n'importe quoi si on l'éduque pas. Ouais. Donc ça montre la puissance de l'éducation et ça montre qu'il faut surtout continuer à s'éduquer pour pas qu'il y ait des bouffons comme Trump qui prennent le pouvoir et qui nous racontent n'importe quoi et nous fassent avaler n'importe quoi. Tout à fait. Alors, une des choses qui est faite avaler dans l'idiocratie, c'est qu'il faut arroser ses plantes avec du Gatorade. Donc il ne faut pas le faire. C'est pas bien. Mais bon, voilà, c'est genre de trucs comme ça. Donc l'idiocratie, ça ne parle pas d'IA, mais ça parle de nous. Et ça parle de nous, comment on peut tout lâcher et surtout comment il ne faut pas tout lâcher pour pouvoir s'éduquer et toujours rester au top. Les machines ne nous battront jamais. Hein. Jamais. Tout à fait. Non, c'est sûr, mais ce qui fait notre force quelque part, c'est ce common sense, enfin, cette intelligence en fait qui est propre à l'homme. C'est l'intelligence, exactement. Donc le reste, c'est artificiel. Nous, on a la vraie intelligence, et comme je disais tout à l'heure, on invente. Tout à fait. On crée. Les intelligences artificielles ne créent pas. Alors, on parlait de films. Alors, moi, tout à l'heure, je parlais de mes mentors un petit peu au travers de l'IA. On a tous besoin de mentors quelque part à un moment donné de sa vie. En fait, on en a parfois plusieurs. Est-ce que vous avez des mentors, en fait, des personnes qui vous ont profondément marqué? J'en ai des assez simples. En fait, j'ai mon prof d'IA de la fac, Jean-Gabriel Gadassia, qui est en même temps philosophe et prof d'IA. C'est un garçon, il est toujours prof à Paris 6. C'est lui qui m'a fait comprendre ce que c'était l'IA et comment ça pouvait marcher. Alors, c'était les balbutiements dans les années 80 aussi, mais bon, donc c'est un garçon fantastique. C'est vraiment très intéressant. Je vous conseille ces bouquins, c'est très bien. Un autre qui était mon collègue de bureau quand je suis arrivé ici aux États-Unis, Doug Engelbart. Doug Engelbart, c'est celui qui a inventé la souris, celui qui a inventé plein de choses. Incroyable. Donc ça, c'est plus mon côté human interaction. Il a travaillé chez Xerox? Voilà, c'est ça exactement. Il était chez Xerox. Et puis il était à SRI, donc le Stanford Research Institute, c'est là où j'étais, c'était le magasin de bureau. Donc c'était un gars très simple, très abordable, super gentil, qui aimait les gens et qui a inventé l'informatique moderne. Je vous conseille une vidéo de 1968 qui s'appelle, quand vous cherchez sur Internet, vous allez trouver ça sur The Mother of All Demos, la mère de toutes les démos. Et c'est un truc qui dure 1 heure, et vous avez tout dedans. Vous avez tout en 68, vous avez la souris évidemment, vous avez le hyperlink, vous avez Internet évidemment, parce que ça utilisait DARPANET, etc. Donc c'est assez rigolo, donc ça vieillit évidemment, hein. Mais vous allez la voir, vous avez l'interaction à la voir, enfin c'est pas vraiment l'interaction à la voir, mais bon, il faut regarder la vidéo, c'est assez incroyable, il y a un système de fenêtres, enfin c'est 268. Terrible. En parlant de... Désolé Hélène, en fait j'ai menti quand j'ai dit que c'était la dernière question. En fait, en parlant de vidéos un peu plus anciennes comme ça, moi il y en a toujours une en fait, on parlait d'assistants vocaux et de voix synthétisées par l'ordinateur. Il y en a une qui me fait toujours dresser les poils sur les bras, et un peu partout d'ailleurs, et j'aurais tellement voulu me trouver dans cette salle serveur le jour où ça s'est passé. En fait, il y avait un IBM en fait, qui a pour la première fois chanté. C'était Daisy, je pense, ou quelque chose comme ça en fait.
Et c'est juste une vidéo à voir aussi, en fait. C'est juste magnifique, en fait, de se retrouver dans ce contexte-là, en s'imaginant ce que ça a dû demander, en fait, pour faire de la synthèse vocale, et l'entendant passer comme ça au travers d'un haut-parleur, en fait, d'un IBM qui a maintenant largement plus de 40 ans, quoi. Même plus, beaucoup plus encore. Yes. Et alors oui, il y a une toute dernière question qu'on voulait vous poser pour terminer en fait ce talk. Si vous deviez passer un message en fait aux chercheurs en IA et un message à l'humanité, en fait, lequel est-ce que vous souhaiteriez faire passer? Voilà, c'est aussi très simple, hein, c'est ce que j'ai dit un peu pendant tout aujourd'hui encore, c'est éduquez-vous, d'une part. En général, ça c'est pour l'humanité. C'est-à-dire que alors évidemment, je veux dire, faites des maths, parce que je trouve qu'on comprend tout quand on fait des maths, mais en général, juste soyez curieux, soyez doutez, d'accord, parce que c'est une capacité aussi qu'on a. Donc doutez, éduquez-vous. Pour les chercheurs en IA, c'est super, on peut faire plein de trucs géniaux, mais aussi posez-vous la question de quels sont les impacts sur notre environnement. Donc il y a les techniques qui sont super rigolotes en ce moment, qui sont ces techniques de big data, de machine learning, de deep learning. Elles sont super bien, on peut trouver plein de choses. Est-ce que c'est les meilleures pour tout? Peut-être pas. Donc est-ce qu'on peut réfléchir à quelque chose qui ferait du small data? Est-ce qu'on pourrait réfléchir à quelque chose qui décentralise? Est-ce qu'on pourrait essayer de voir si on peut utiliser moins d'énergie pour avoir des résultats équivalents? Donc c'est ça que j'aimerais bien que ce genre de travail. Un tout petit mot malgré tout, merci. Un tout petit mot sur votre livre en fait qui est sorti, si je ne m'abuse, en fait en 2019. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit mot en fait avant qu'on ne se quitte? Bon, en gros, oui, le titre il est provocateur, hein, c'est l'intelligence artificielle n'existe pas, donc c'est juste pour montrer que ce que je fais depuis 30 ans, ça n'existait pas, mais ça dépend. Mais non, la vérité, c'est que je prends un peu l'histoire de ma vie, et puis expliquer pourquoi ces intelligences artificielles sont partout, et pourquoi ce ne sont que des outils, et comment elles marchent, et puis je touche un tout petit peu à la fin, justement, à ce problème énergétique. Donc c'est un ouvrage vulgarisateur, hein, qui ne parle pas scientifiquement de l'intelligence artificielle. J'ai 2-3 machins où j'explique très haut niveau quels sont les systèmes experts, les machine learning, le deep learning, donc expliquer un peu les différences. Donc j'explique un peu aussi les data, c'est pas très long, hein, comme c'est écrit gros, et ça fait 200 pages, je pense. Donc mais j'essaie de toucher un peu tous ces problèmes qui m'embêtent, surtout de démystifier cette IA, d'accord, et puis de montrer qu'elle est à notre portée et que c'est nos choix et que aussi elle est dangereuse, pas comme on nous la présente étant dangereuse par elle-même, mais elle est dangereuse si on ne fait pas attention, nous, à comment on l'utilise. D'où vive le RGPD, vive la réglementation en général. Tout à fait. Bon, vraiment un énorme merci en tout cas d'avoir participé avec nous sur ce talk. On aime quand intelligence rime avec éthique. C'est votre cas, donc encore un tout grand merci. On espère pouvoir vous croiser dans l'avenir à un moment ou à un autre, en tous les cas. On vous souhaite que le meilleur, en fait. Surtout, faites bien attention à vous, votre famille, vos proches. Et puis, faites-nous encore des produits merveilleux, en fait, parce que ça, on les adore.